Surnommée la ville de l'amour fraternel, Philadelphie est le siège d'une famille les plus violentes de la mafia nord-américaine. Si quelqu'un ne lui revenait pas, il était mort. Au cours des années 80 et 90, une guerre fratricide au sein de la mafia gagne les rues de la ville. Et une nouvelle génération de mafiosi fait la une des journaux à coups d'attaques armées. C'était les chouchous des médias. Quel intérêt d'être un truand si on ne se fait pas remarquer? Tous les soirs, la télévision retransmet leurs actions sanglantes. La police parle d'un crime mafieux. Partagée entre l'appât du gain et le respect des traditions, la pègre de la ville se déchire. Angelo Bruno, parrain de la mafia de Philadelphie pendant 21 ans, a dirigé l'une des plus puissantes organisations criminelles d'Amérique du Nord. Officiellement, ce n'est qu'un simple buraliste. En réalité, il amasse des millions grâce aux rackets, aux jeux clandestins, aux taxes imposées aux commerçants et aux prêts usuraires. Un ancien membre de la famille de Philadelphie, Nick Caramandi, dit le Corbeau, tuait pour la mafia. Il a grandi sous la férule de Bruno. Il est devenu parrain en 1959 et il dirigeait la famille d'une main de fer. Il se tenait assez tranquille. Il commanditait peu d'assassinats, juste de temps en temps. L'avocat et ami de Bruno, Nick Nastasi, se souvient du règne tranquille d'Angelo. Une fois, je suis allé avec lui dans son quartier et on voyait que tout le monde, même les enfants, le connaissaient et le saluaient. Il n'avait pas cet air de supériorité du genre « c'est moi le chef ». Il n'était pas comme ça. Le 21 mars 1980, le temps est à l'orage. La voiture d'Angelo Bruno se gare devant chez lui. Au volant, son fidèle chauffeur, John Stanfa, un Sicilien associé à la mafia. Bruno habite au cœur du quartier italien de la ville. Il s'y sent en sécurité. En tant que parrain, il règne sur le quartier. Mais plus pour très longtemps. Il s'agit probablement d'un règlement de compte mafieux. Angelo Bruno a reçu une balle à bout portant. Jim Meyer, agent du FBI, est envoyé sur les lieux. La voiture était encore dans la rue. Bruno était assis à la place du passager, la bouche ouverte, la tête en arrière. Apparemment, il avait reçu une balle derrière l'oreille droite. Il y avait beaucoup de circulation, du monde partout, les médias. La mort de Bruno ébranle la communauté italo-américaine de Philadelphie. Il était très respecté dans le sud de la ville. On le surnommait le gentil Don, parce qu'il préférait la conciliation à la violence. C'était un vrai gentleman, un bon voisin. Il nous saluait toujours, nous parlait gentiment. Il était très apprécié. Je ne pensais pas qu'une chose pareille puisse arriver. Le meurtre de Bruno sème la panique au sein du petit monde de la mafia de Philadelphie. À la mort de Bruno, tout le monde s'est lancé à la recherche de celui qui avait fait le coup. Tout le monde était terrorisé. Bruno est né ici, dans le quartier du marché italien. Les gens l'admiraient pour son incroyable ascension. Ce fils d'épicier était devenu millionnaire. Ses parents étaient siciliens, arrivés lors des vagues d'immigration des années 1900. À l'époque, ils sont nombreux à s'installer dans le sud de Philadelphie, à quelques mètres de l'Independence Hall, berceau de la Constitution américaine. Mais les premiers émigrés italiens se heurtent rapidement aux barrières sociales. On ne leur permet pas d'accéder au cercle élitiste de la ville. En réaction, ils se replient sur eux-mêmes
et construisent leur propre fortune autour du marché italien qui existe encore aujourd'hui. C'est ici que les premiers gangs italiens débutent leurs opérations. Ils récoltent beaucoup d'argent en contrepartie d'une protection contre les bandes rivales. Les Siciliens gagnent en puissance. La mafia de Philadelphie est née. Lui-même descendant d'immigrants siciliens, le journaliste et spécialiste de la mafia de Philadelphie, George Anastasia, a grandi dans le quartier sud. Quand ils sont arrivés, on leur a fermé toutes les portes. Donc, ils sont devenus des truands. C'était une erreur, mais c'était leur choix, et ils ont accédé au sommet. C'est à cette époque qu'Angelo Bruno fait ses preuves. Il gravit rapidement les échelons. Dans ma carrière, j'ai représenté des centaines de personnalités dirigeantes. Et je peux vous garantir qu'Angelo Bruno était aussi intelligent et curieux que tous ces hommes que j'ai défendus. Bruno, que l'on voit ici sur ces images du FBI, dirige son organisation à la sicilienne. Honneur, loyauté et obéissance sont les piliers de la mafia de Philadelphie. Chaque membre doit prêter serment. Au sein du clan règne l'omerta, la loi du silence. L'entrée dans la famille est réservée à ceux qui sont prêts à tuer pour elle et fait l'objet de rituels solennels. On entaille la main du postulant et des objets de culte sont brûlés pour symboliser les liens sacrés du sang qui unissent les membres de la mafia. Nick Caramandi a vécu ce moment comme un très grand honneur. C'est comme entrer au paradis. Brusquement, on devenait quelqu'un. On ne rentrait pas comme ça, il fallait être élu. Et si on trahissait un des membres, on allait direct en enfer. Fidèles aux traditions mafieuses, les hommes d'Angelo Bruno vivent dans la loi du silence. On ne donne pas ses frères et on ne se vante pas de ses activités. Angelo Bruno était un parrain à l'ancienne, peut-être le dernier du genre à Philadelphie. L'idée, c'était de faire de l'argent, pas les gros titres. L'histoire économique de Philadelphie favorise l'ascension de Don Bruno. Au fil des années 60 et 70, la ville perd une grande partie de ses industries traditionnelles. Le chômage frappe les quartiers proches du centre-ville, où la criminalité s'installe. Les classes moyennes partent pour de nouvelles banlieues paisibles. Mais dans le sud de Philadelphie, la communauté italienne déjà très soudée gagne en puissance. Les membres resserrent les rangs et s'enferment dans une bulle protectrice. À sa tête, le parrain, Angelo Bruno. Si l'économie de Philadelphie est en déroute, la fortune personnelle de Bruno grossit. Ses principales activités, le prêt usuraire et le jeu. Mais il prend soin d'éviter un secteur, celui du trafic de drogue. Il sait les lourdes peines encourues. Bruno, comme tous ceux qui ont dirigé la mafia avec succès, avait compris qu'en s'adonnant à des activités de bookmaker ou d'usure, ce qui n'a rien d'original, les condamnations étaient moins lourdes. Mais si on vous arrête pour trafic d'héroïne ou de cocaïne, la sentence est sévère. Bruno entretient des liens étroits avec le chef de tous les chefs de New York, Carlo Gambino. Ensemble, ils participent à la Commission, un regroupement des plus grands parrains des États-Unis. Bruno permet à la famille Gambino de faire du trafic de stupéfiants sur son territoire en échange d'une commission sur les bénéfices. Il interdit toutefois aux membres de son propre clan de participer à ce négoce lucratif. Ceci agace les subalternes de Bruno. Ils commencent à voir d'un mauvais œil la fortune personnelle de leur chef. Bruno ne se rend pas compte de l'ampleur de ce mécontentement. C'est ce qui a conduit à sa perte. Certains membres pensaient qu'il gardait tout l'argent pour lui, mais il ne pouvait rien dire. Parmi ceux qui font dissidence, il y a notamment le conseiller de Bruno, Anthony Caponigro. Peu après la mort de Bruno,
Caponigro sera appelé à New York par la commission. Nick Caramandi l'a rencontré avant qu'il ne quitte Philadelphie. J'ai retrouvé Tony dans un bar. Il m'a dit qu'il partait pour New York, que tout allait bien se passer et qu'à son retour, les choses allaient changer. Mais Caponigro ne revient pas. Il est porté disparu. Un mois plus tard, dans le Bronx, à New York, à 160 km au nord de Philadelphie, la police découvre une voiture abandonnée. Des dollars couverts de sang sont éparpillés par terre et sur le coffre. À l'intérieur, le corps d'un homme. Les billets sont là pour indiquer que la victime a péché par cupidité. C'est Caponigro. Il était méconnaissable. Il a fallu un mois à la police de New York pour identifier le corps. Très vite, une rumeur circule. Caponigro aurait tué Angelo Bruno pour prendre sa place à la tête de la famille de Philadelphie. La commission n'aurait pas apprécié et l'aurait condamné à mort pour avoir agi sans permission. Le pire affront que l'on puisse faire à une famille de la mafia. Bruno mort, Caponigro éliminé, la famille de Philadelphie va plonger dans une tourmente dont elle ne sortira jamais vraiment. À partir de là, elle va évoluer sans réel contrôle. Après la mort de Bruno et de Caponigro, la mafia de Philadelphie a besoin d'un nouveau parrain. Phil Testa, un mafioso sicilien proche d'Angelo Bruno, apparaît comme le successeur légitime. Les autres familles de New York donnent leur accord et Testa prend la relève. Mais il n'a pas les épaules assez larges. Il a tenté de s'inscrire dans le prolongement du règne de Bruno, mais les enjeux étaient trop importants. La violence a pris le dessus et le meurtre est devenu un bon moyen d'ascension. 15 mars 1981. Un an, presque jour pour jour, après la mort d'Angelo Bruno, Phil Testa rentre chez lui dans le quartier sud de Philadelphie. La police évoque un meurtre mafieux. Testa est mortellement blessé par l'explosion d'une bombe artisanale placée sous sa véranda. Ça a fait du bruit? Assez pour me faire tomber du lit. J'ai tout de suite pensé à une bombe. C'était très puissant. Il y avait 13 bâtons de dynamite, plus des clous. On aurait dit qu'une mine antipersonnelle ou qu'un obus avait explosé. Tous les murs de la maison ont volé en éclats jusque dans la rue. Et certains débris ont touché sa voiture garée en double fil. Les commanditaires de l'explosion ne seront jamais jugés. Mais les soupçons se portent sur l'ambitieux sous-chef de Testa, Peter Casella. Philadelphie a perdu 2 parrains en moins d'1 an. Une situation sans précédent. Une fois de plus, les familles mafieuses de New York doivent désigner un nouveau chef pour Philadelphie. Cette décision ouvrira un chapitre des plus sanglants dans l'histoire mouvementée de la mafia de Philadelphie. 1981. La mafia de Philadelphie est en plein chaos après l'assassinat en moins d'1 an de 2 parrains, Angelo Bruno et Phil Testa. La place est libre pour un nouveau chef. Le prétendant au titre est Nicky Scarfo, le bras droit de Testa. Scarfo a déjà fait ses preuves à Atlantic City, cité balnéaire et haut lieu des jeux d'argent à 100 km de Philadelphie sur la côte Est. Au cours des années 70, il a pratiqué le prêt à taux usuraire et le racket sous couvert de son entreprise de bâtiment, et il a organisé un racket de protection auprès des dirigeants de casinos. Il a amassé des millions et gagné le respect de la famille criminelle Genovese et de New York. Avec son consentement, ainsi que celui d'autres familles new-yorkaises, Scarfo prend la tête de la mafia de Philadelphie. Rapidement, il se révèle dangereux et imprévisible. Au moindre incident, Scarfo pouvait vous tomber dessus. Il nous faisait peur, on se tenait à carreau. Tant qu'on suivait les règles, on ne risquait rien. Mais si quelqu'un ne lui revenait pas, il était mort.
Scarfo compense sa petite taille par son caractère violent. Pendant la première année de son règne, 9 personnes sont assassinées, dont 2 pour venger la mort de Testa. Le meurtre, c'était sa spécialité. Si quelqu'un l'agaçait, il l'éliminait. Toute l'organisation était déstabilisée. Seul son honneur comptait pour lui. Il se prenait pour le centre du monde. C'était un grand égocentrique. Salvi Testa, le fils cadet de Phil Testa, est l'un des lieutenants de Scarfo. Les associés de la famille voient en lui un jeune loup aux dents longues. Salvi a tué 10 hommes pour Scarfo et le chef de l'organisation le tient en haute estime. Salvi prévoit d'épouser la fille du sous-chef de Scarfo. Le parrain donne au couple sa bénédiction et organise un mariage de grande ampleur. Le mariage était déjà organisé. Michael Jackson devait venir chanter devant 700 invités. Au dernier moment, Salvi annule le mariage. Nicky Scarfo est hors de lui. Quand Salvi Testa fait un affront au sous-chef, c'est comme s'il le faisait au parrain, c'est inadmissible. Mais la véritable raison, c'est que Scarfo avait peur que Salvi Testa devienne trop populaire au sein de l'organisation. Il était charismatique, jeune, et ça faisait de lui un rival. Scarfo veut éliminer Salvi. Il confie le travail à Nick Caramandi. J'en ai fait des cauchemars. C'était un vrai mafioso, comme on n'en fait plus. Je ne voulais pas le voir partir, mais c'est comme ça. Contraint de respecter son serment, Caramandi suit les ordres. Mais Salvi Testa n'est pas une cible facile. Il est sur ses gardes. Quand il passait, il me serrait la main et il en profitait pour me fouiller discrètement. Il me prenait dans ses bras pour voir si j'étais armé. Il me touchait la taille. Après des mois passés à attendre le moment opportun, Caramandi et son homme de main s'acquittent de leur mission dans une arrière-boutique du marché italien. Dès qu'il nous a tourné le dos, on lui a mis une balle dans la tête. Et quand il est tombé, une deuxième. Bang, bang. Salvi Testa est assassiné de 2 balles dans la tête. Son corps est jeté aux abords d'une route du New Jersey. Les médias se font l'écho de ces violences perpétrées par une mafia qui était jusque-là restée discrète. Les habitants assistent à ces événements qui se déroulent désormais quasiment sous leurs fenêtres. À Philadelphie, on se serait cru dans un mauvais polar. S'ils ne s'entretuaient pas, on aurait pu en rire. Mais ils étaient armés. Ils se faisaient la peau. Les médias ne sont pas les seuls à s'intéresser à la mafia. Dans les années 80, le matériel d'espionnage du FBI s'est nettement amélioré et permet d'observer les moindres faits et gestes de l'organisation. On avait un certain nombre d'outils d'investigation. La surveillance physique, comme la filature, et bien sûr la mise sur écoute. On surveillait toutes les conversations téléphoniques. Une autre pratique, la plus efficace, c'était la mise en place de micros là où les membres de l'organisation se réunissaient. On aperçoit ici Scarfo sur ces images du FBI. Les fédéraux sont à l'affût du moindre faux pas. Ils n'auront pas besoin d'attendre longtemps. 1986, sur les quais du fleuve Delaware qui borde Philadelphie, la société immobilière Rouse met en place un projet de plusieurs millions de dollars. C'est le point de départ d'un grand projet d'urbanisme qui vise à sortir Philadelphie du marasme économique. Le chômage frappe durement le centre-ville où la criminalité s'est installée. Philadelphie veut attirer de nouveaux investisseurs. Mais ce projet attire l'attention d'un groupe aux intentions nettement moins louables.
Nicky Scarfo pense pouvoir gagner des millions de dollars en extorquant des fonds à la société Rouse. Il envoie Caramandi menacer son directeur, William Rouse. Si l'entrepreneur coopère, la mafia le laissera tranquille. J'ai rencontré le type et je lui ai dit, écoute, c'est 1 million et tu auras ce que tu veux, tous les quais. Tu n'auras plus de soucis avec les syndicats. On te trouvera des fournisseurs, de la main-d'œuvre. Et tout ça pour 1 million de dollars. Mais William Rouse refuse de se laisser intimider et se tourne vers l'ennemi numéro 1 de la mafia. C'était tellement énorme. Rouse s'est immédiatement tourné vers le FBI. C'est le moment que le FBI attendait. Lorsque Caramandi revient pour connaître sa réponse, il ne s'aperçoit pas qu'un des employés présents est en réalité un agent du FBI qui enregistre toute la conversation. Un agent du FBI s'est fait passer pour un cadre de la société Rouse quand ils sont revenus lui extorquer la somme d'1 million de dollars. Caramandi est arrêté et mis en prison en attendant son procès. Le parrain est hors de lui. La capture de Caramandi pourrait l'impliquer directement. Il sait que la peine sera lourde. J'étais couché dans ma cellule à me demander ce que j'allais faire. J'étais dans une grosse galère. Caramandi risquait d'y passer. Il allait servir de bouc émissaire dans cette affaire d'extorsion. Il fallait l'éliminer pour éviter d'aggraver leur cas. Caramandi a le choix entre la prison à vie ou la mort ordonnée par Scarfo. Il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. J'ai bien réfléchi et j'ai fini par appeler le FBI. Je voulais uniquement parler de certaines choses. Je ne voulais parler de personne d'autre, uniquement de moi. Je ne voulais impliquer personne. Quand il a compris qu'il serait sacrifié, il s'est dit que son avenir était entre les mains du gouvernement fédéral et non auprès de la mafia. C'est un tournant dans l'histoire de la mafia de Philadelphie. Nick Caramandi se met à table. Il devient un témoin clé et trahit l'omerta. Il devait plaider coupable pour l'extorsion et accepter la sentence quelle qu'elle soit. Et nous, on ne devait demander aucune peine particulière et insister sur l'importance de sa coopération. Mais si le juge lui donnait 20 ans, il devait faire 20 ans. Grâce à ce témoin clé, le FBI arrête Scarfo. Caramandi témoigne à la barre contre son ancien chef. Il était à 3 mètres de moi et on se regardait droit dans les yeux. Pendant les 8 semaines qui suivent, la tension ne cesse de monter et les ex-compagnons de Caramandi ne cachent pas leur colère. Ils étaient une vingtaine à me regarder. Des gens du public me faisaient des signes. Comme ça. Comme ça, comme ça. C'était assez effrayant. Le 19 novembre 1988, Scarfo est déclaré coupable, ainsi que 16 autres personnes pour meurtre, extorsion et trafic de stupéfiants. Tout est fini pour le parrain de Philadelphie. Il est condamné à perpétuité. Sa sortie est prévue pour 2033. Il aura 104 ans. L'arrestation de Scarfo laisse un vide au sein de la famille de Philadelphie. Mais un jeune garçon plein d'ambition est prêt à faire son entrée. Si Nicky Scarfo était un parrain instable, Joey Merlino et son amour des médias devraient donner un nouveau visage à la mafia. À la fin des années 80, le sud de Philadelphie est secoué par une violente guerre mafieuse. Je suis inquiet pour les gens du quartier sud de Philadelphie. Il faut qu'on mette fin à cette situation de non-droit.
Dans le chaos provoqué par l'emprisonnement du parrain, Nicky Scarfo, un groupe de jeunes hommes fait son apparition. Sur ce document rare, on voit la nouvelle force de frappe de la mafia de Philadelphie. À sa tête se trouve un jeune intrépide plein d'ambition, Joey Merlino, dit Skinny, âgé de 35 ans. C'est le capitaine d'une équipe de baseball soutenue par un restaurant du quartier. La mafia infiltre le sport, chose que le FBI n'avait encore jamais vue. Et Skinny Joey adore être au centre de toutes les attentions. Les choses évoluaient au sein des membres de la Cosa Nostra. Il était jeune et moins centré sur les traditions, la discipline de la mafia. Les nouvelles générations n'appréciaient pas la façon de diriger à l'ancienne, discrètement et sans artifice. Ils voulaient qu'on les remarque. Une fois Scarfo derrière les barreaux, Merlino veut prendre sa place. Pour lui, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver. Il commence par emménager dans l'ancien territoire de Scarfo, le quartier sud. Des bookmakers, des trafiquants, des usuriers et même des commerçants paient Merlino pour ne pas être menacé ou agressé. L'argent va directement dans ses poches. Mais lorsque Skinny Joey rencontre Nicky Jr., le fils de Scarfo, qui procède aux mêmes raquettes, les ennuis commencent. Merlino le provoque. Le 31 octobre 1989, le soir d'Halloween, dans un restaurant italien très prisé par la communauté italo-américaine du sud de Philadelphie. Nicky Scarfo Jr., le fils de l'ancien parrain, est penché sur son assiette de spaghettis aux fruits de mer. Il ne voit pas l'homme masqué qui s'avance vers lui. Il est clair que les agresseurs voulaient tuer le jeune homme. Nicky Scarfo Jr. reçoit 8 balles tirées à bout portant, mais ses organes vitaux sont épargnés et il survit par miracle. Cette agression perpétrée en public met la ville en état de choc. Les hommes de Merlino sont incontrôlables. La mafia de Philadelphie a besoin d'un nouveau chef pour mettre fin à ces débordements. Une fois de plus, la commission de New York doit élire un nouveau parrain à la tête de la mafia de Philadelphie. Pour ne pas prendre de risques, ils choisissent John Stanfa, un Sicilien fidèle aux anciennes traditions de la mafia. Stanfa était le chauffeur personnel d'Angelo Bruno et la commission de New York lui fait confiance. Les familles new-yorkaises ont demandé à Stanfa de retourner à Philadelphie pour mettre de l'ordre. Mais Stanfa se heurte très vite à l'équipe de Merlino. Il entre immédiatement en conflit avec les jeunes qui n'acceptent pas cet intrus. Il les appelle les petits Américains et il l'appelle le lèche-botte. C'est un problème de génération, d'ethnie et la tension monte. La bulle protectrice de la mafia de Philadelphie a bel et bien explosé. Cette nouvelle génération de mafiosi ne semble pas appartenir au monde de la mafia sicilienne. Selon eux, John Stanfa n'a pas le droit de diriger une famille américaine. La société américaine a évolué et les générations nouvelles sont totalement intégrées. Ils ne sont plus bilingues, ils ne partagent plus les anciennes valeurs européennes ni les références culturelles. Ils sont totalement américains. En 1990, la carrière criminelle de Joey Merlino est interrompue. Il est envoyé en prison pendant 4 ans pour vol à main armée. À l'intérieur, les accrochages entre Merlino et John Stanfa parviennent aux oreilles de Ralph Natali, un ancien de la mafia arrêté pour trafic de drogue. Natali encourage Merlino à prendre la place de John Stanfa à la tête de la mafia de Philadelphie, dans leur intérêt à tous les deux. Joey parle de John Stanfa, de l'agitation de Philadelphie, et Ralph, qui se prend pour un connaisseur, commence à donner des conseils à Joey sur ce qu'il doit faire, comment il doit agir. Profitant de l'arrestation de Merlino, Stanfa renforce sa propre équipe. Son attention se tourne vers Big Ron Previte, un ancien policier de Philadelphie devenu gangster.
Previte est un voleur notoire. Il s'est fait un nom au sein de la pègre en dévalisant les casinos d'Atlantic City. La mafia le laisse exercer tant qu'il leur verse une taxe. Il y a des tas de techniques pour voler dans les casinos. On vole les clients dans les chambres, partout. Je me faisais une quantité d'argent hallucinante. Stanfa apprécie Previte pour sa capacité à gagner de l'argent. Il veut en profiter. Il embauche Previte comme garde du corps et l'autorise à poursuivre ses activités à Philadelphie. En échange, Previte verse à Stanfa une part de son butin. La mafia de Philadelphie m'aimait bien parce que je leur rapportais un sacré pactole avec mes activités de bookmaker, d'extorsion. Je n'arrêtais pas de ramener de l'argent à Stanfa. Previte est un maître en matière d'extorsion. Stanfa apprécie particulièrement ses méthodes peu louables. Il ne faut pas tuer ceux qui vous doivent de l'argent, parce qu'une fois morts, ils ne peuvent plus payer. Je frappais, je menaçais, je donnais des coups de batte. Une fois, j'ai emmené un type jusqu'à ma voiture. J'ai ouvert le coffre, placé sa tête dans l'ouverture, et je lui ai refermé le coffre dessus. Il avait la joue complètement ouverte. Je n'avais pas besoin de faire ça souvent, parce qu'une fois qu'on savait de quoi j'étais capable, on me payait. Mais en lui-même, Previte est inquiet. Skinny Joe a bénéficié d'une remise de peine et la lutte de pouvoir entre Merlino et Stanfa est devenue incontrôlable. Cela pourrait jouer des tours à Previte. Les générations ont complètement changé. Rien n'est plus comme avant. Maintenant, on a des petits truands de quartier et ça n'a plus rien d'une organisation criminelle. Pris au cœur de cette agitation, Previte devient la cible du FBI qui sait dans quelle position de faiblesse il se trouve. Le FBI lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser, un salaire en échange d'informations. Il suivait les instructions à la lettre. Et on a pu le contacter à l'époque où il était proche de John Stanfa. Mais Previte découvre rapidement qu'il est difficile de doubler son patron. Je m'y perdais un peu. Je travaillais à la fois pour le FBI, pour Stanfa et aussi pour moi. Les tirs n'arrêtaient pas. Ça liquidait à tout va. Stanfa me demandait de l'argent, le FBI me demandait des informations. J'étais vraiment sur la corde raide. Mais je m'en suis tiré. Stanfa, ignorant la présence d'une taupe dans son entourage, tente une approche qui en surprend plus d'un. Il essaie de réduire le fossé qui s'est creusé entre sa génération et celle de son rival, Merlino, afin de ramener le calme dans les rues de Philadelphie. Stanfa nomme Joey Chang Cincalini comme sous-chef. Le frère de Joey, Michael, est membre du gang de Merlino. Celui-ci répond immédiatement à cette proposition de rapprochement. 2 mars 1993. Café Warfield, dans le sud de Philadelphie, près de la voie rapide Schuylkill. Au petit matin, l'endroit est désert. Le café sert de couverture à la mafia. Le propriétaire, Joey Chang Cincalini, est le nouveau sous-chef de Stanfa. Le FBI surveille le restaurant en permanence et des caméras sont pointées sur la porte d'entrée. 5h45 du matin. Joey Chang et une serveuse arrivent au travail. Moins de 4 minutes plus tard, Joey Merlino et ses hommes passent devant le restaurant. La voiture passe devant une première fois, puis elle revient, elle s'arrête et 3 silhouettes descendent et entrent dans le restaurant. À l'intérieur, les micros du FBI enregistrent des bruits de coups de feu. On entend des coups de feu, la serveuse crie et ils ressortent. C'est la seule attaque de la mafia jamais filmée. Joey Chang reçoit 5 balles mais survit miraculeusement.
Parmi les assassins figure le frère de Joey Chang, Michael Cincalini, du groupe de Merlino. Stanfa prend la nouvelle très au sérieux. Cette fois-ci, il choisit d'employer la manière forte pour se venger de Merlino et Cincalini. Philadelphie est le théâtre d'une guerre violente au sein de la mafia. Le parrain, John Stanfa, a commandité l'assassinat de Joey Merlino et de Michael Cincalini, membres d'une faction rivale de la mafia. L'occasion se présente le 5 août 1993, au détour d'une rue dans un quartier résidentiel du sud de Philadelphie. Des balles et des traces de sang sur ce trottoir du sud de Philadelphie marquent l'emplacement où Michael Cincalini a été tué ce 5 août. Joey Merlino, membre d'un groupe dissident de la mafia, sort miraculeusement vivant de cette attaque. Merlino a reçu une balle dans le dos, mais son amour-propre est intact. Quelques jours plus tard, il assiste aux funérailles de Michael Cincalini. Stanfa est dans la ligne de mire de Merlino. Heure de pointe, le 31 août 1993, sur la voie rapide Schuylkill, une autoroute à 8 voies empruntée chaque jour par des milliers d'automobilistes. Le parrain de Philadelphie, John Stanfa, et son fils Joey se rendent en ville pour affaires. C'est leur garde du corps, Freddie Aldrich, un ancien marine, qui est au volant. Dans le climat de violence qui règne, Aldrich est sur ses gardes. Je regardais ce qui se passait devant, ce qui se passait derrière. Je regardais si on était suivi. Et j'ai vu un van se faufiler sur la droite. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Brusquement, le van se rapproche. Les tirs pleuvent sur la voiture de Stanfa. Tout s'enchaîne très vite. Les tirs ont éclaté, j'ai vu les balles rebondir sur la voiture. J'ai crié « Il nous attaque !» Aldrich réagit et force le van à quitter la route. Son pneu arrière a explosé. Stanfa n'a pas été touché, mais son fils n'a pas eu cette chance. John s'est redressé et il a vu que son fils était touché au visage. Il m'a demandé d'arrêter la voiture, mais personne n'allait pouvoir nous aider dans cet endroit. Il m'a demandé de rouler le plus vite possible. Aldrich se rend immédiatement dans la planque de Stanfa, un vieil entrepôt non loin de l'autoroute. Ils changent alors de voiture et se rendent à l'hôpital. Joey Stanfa a reçu une balle dans la joue, mais il s'en sort vivant. La nouvelle de cette attaque se répand. La population est surprise que ces affrontements se produisent maintenant en plein jour. Cet homme a récemment été la cible d'une fusillade qui s'est déroulée en voiture au beau milieu de l'autoroute, en pleine heure de pointe. Philadelphie s'inquiète de voir un tel mépris pour sa population. Ce type d'attaque était nouveau à Philadelphie. C'était une façon pour le groupe de Merlino de dire à Stanfa qu'ils étaient plus forts que lui. Mais en 1994, la police rassemble suffisamment de preuves pour intervenir. Le parrain de la mafia, John Stanfa, est arrêté pour racket et trafic de drogue. Le juge le condamne à 5 peines de prison à vie consécutives. Parmi les principaux informateurs se trouvait Ron Previte, du groupe de Stanfa. Il n'aurait pas dû me faire confiance, parce que d'après les règles siciliennes, un ex-flic ne peut pas devenir truand. Je pense que John Stanfa était un dur à l'ancienne. Il croyait vraiment en la mafia, celle de l'époque. Mais cette mafia n'existe plus, c'est de l'histoire ancienne. L'année où Stanfa est envoyé derrière les barreaux, Ralph Natali est libéré. Natali rejoint la famille avec son petit protégé, le rival de Stanfa, Joey Merlino. Natali et Merlino se nomment eux-mêmes chef et sous-chef. Cette fois-ci, les familles new-yorkaises ne s'en mêlent pas. Elles ont assez à faire avec le FBI qui est bien décidé à sévir sur leur territoire. Natali et Merlino sont livrés à eux-mêmes. Leurs relations sont de plus en plus tendues.
Je ne crois pas que Merlino et Natalie aient jamais eu un réel pouvoir, parce que l'organisation était très bancale. La mafia de Philadelphie n'a jamais autant fait parler d'elle dans les médias. Au milieu des années 90, Merlino veut se faire de la publicité et se présente lui-même comme un parrain haut en couleur. C'était un gangster très classe. Il soignait ses tenues, il aimait les femmes, les belles voitures, il aimait se faire remarquer. Il lui fallait beaucoup d'argent pour avoir ce train de vie. Il était marrant, mais c'était aussi un tueur de sang-froid. La presse les adorait, ils aimaient attirer l'attention. Ça ne sert à rien d'être un gangster si personne ne vous connaît. C'est l'antithèse d'Angelo Bruno. On t'aime, Joey! Merlino organise régulièrement des soirées de charité et invite les journalistes à couvrir l'événement. Joey Merlino, la star des truands. Joey Merlino, le Père Noël des sans-abri. C'est nous qui avons créé ce Robin des Bois de la mafia. Avec l'aide des médias, Merlino apparaît comme un citoyen modèle. Il allait dans les écoles et les petits écoliers lui disaient « Monsieur Merlino, vous êtes mon idole. » Merci, Joey. Je t'en prie, bonnes vacances. Vous êtes mon idole. En tant que catholique, je trouve ça insultant qu'un jeune garçon catholique aille lui dire « Vous êtes mon idole ». Personne ne devrait l'admirer. Vous allez m'arrêter pour ça? Ce n'est pas un crime. Mais le FBI a encore une carte à jouer. L'indique Big Ron Previte. Il prévoit de l'utiliser pour mettre Merlino et Natalie hors d'état de nuire. Le problème, c'est que Previte est connu pour être un fidèle de John Stanfa. Avec l'aide du FBI, Previte tente d'infiltrer la faction rivale. Il fallait que Previte se rapproche de Natalie et de Merlino, de façon à ce qu'il ne le tue pas et qu'il puisse faire remonter les informations. Le bruit court que Previte sait faire de l'argent comme personne dans le milieu. Natalie veut le rencontrer. Ralph m'a serré la main et m'a demandé si je voulais travailler pour lui dans le sud du New Jersey. Il avait l'air d'un type intelligent, et il l'était sûrement, mais il n'a pas été très malin le jour où il m'a appelé. Nathalie utilise les contacts de Previte dans le New Jersey et à Philadelphie pour mettre au point un trafic de stupéfiants, le racket des salles de jeu et de nouvelles formes d'extorsion à Philadelphie et dans le sud du New Jersey. L'argent ramollit le cerveau dans la mafia. Ils savent y faire, repérer les taupes. Mais tant que vous rapportez de l'argent, vous les intéressez. Ce n'est pas très malin. Previte se rapproche de Natalie et de Merlino. Les fédéraux ne veulent pas uniquement que Big Ron leur transmette des informations. Ils veulent que leur indique porte un micro pour enregistrer les conversations de ses associés. Le FBI est prêt à payer très cher pour ce service. Le FBI a joué sur mon point faible, l'argent. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent, et je l'ai pris. Je touchais 9 000 par mois, plus les frais. Previte est l'un des indiques les mieux payés de l'histoire du FBI, mais il prend des risques considérables. S'ils avaient trouvé le micro, qu'est-ce qu'ils auraient fait, à votre avis? Ils n'avaient pas d'autre choix que de l'éliminer. On pouvait rarement le localiser. S'il était dans un immeuble, on ne savait pas exactement où. S'ils avaient décidé de le tuer, on n'aurait jamais su qui l'aurait fait. À tout moment, Previte risque d'être découvert. Un jour, j'étais en train de les enregistrer dans une pièce. J'ai mis ma jambe sur la table et le bouton marche-arrêt dépassait de ma jambe de pantalon. Quand j'ai vu ça, j'ai flippé, mais ces idiots n'avaient rien vu. J'ai juste baissé ma jambe et j'ai dit qu'il fallait que je parte. Previte parvient à remettre au FBI une série d'enregistrements compromettants. Les preuves sont incontestables
et vont permettre d'asséner un coup fatal à la mafia de Philadelphie. Philadelphie, 1999. Ralph Natali est depuis 5 ans à la tête de la mafia de Philadelphie. Après 20 ans d'affrontements entre bandes rivales, il tente de restaurer le calme dans les rangs. Le sous-chef de Natali, Joe Emerlino, semble tenir les rênes. En théorie, Ralph était le chef et Joey le sous-chef. Mais dans les faits, c'était bien différent. C'était Joey le chef. Pour compliquer les choses, les équipes du FBI surveillent les moindres mouvements de Natali et Merlino afin de rassembler de quoi les inculper. Voici l'arme secrète du FBI. Un ancien de la mafia, Big Ron Previte. Pendant près de 3 ans, il enregistre les activités de la mafia de Philadelphie. Ron Previte nous a fourni des preuves contre 3 différents parrains des familles de la Cosa Nostra. John Stanfa, dont il était très proche, Ralph Natali et Joey Merlino. Grâce à Previte, Natali et Merlino sont traduits en justice. Dans les 400 heures d'enregistrement que le FBI a récupérées, Natali apparaît au cœur d'un réseau de trafic de drogue à Philadelphie et dans le New Jersey. Les preuves sont accablantes. Le FBI peut enfin s'attaquer aux parrains. En 2000, Natali plaide coupable pour 8 meurtres, plusieurs tentatives de meurtre, extorsion de fonds, jeux clandestins, prêts usuraires et trafic de drogue. Afin de sauver sa peau, Natali prend une décision surprenante. Il décide de coopérer avec les fédéraux. Il est le premier parrain en poste de l'histoire de la mafia américaine à trahir ses associés. Natali comprend qu'il est accusé de trafic de drogue. Il risque la perpétuité. Il se dit, c'est fini. Previte m'a coincé, je vais coopérer. Natali est la preuve vivante que la célèbre loi du silence de la mafia n'a plus cours. Son témoignage permet d'arrêter Joe Merlino. En décembre 2001, Merlino est condamné à 14 ans de prison pour racket. Grâce à la coopération de Previte et de Natali, la police interpelle 20 membres haut placés de la mafia de Philadelphie, décimant du même coup toute l'organisation. Le 21 janvier 2005, à l'âge de 69 ans, Natali est finalement condamné à 13 ans de prison. Après sa libération, il passera le reste de sa vie sous haute protection. Les 2 hommes qui ont permis de détruire l'organisation de Philadelphie ont brisé les codes d'honneur sacrés de la mafia. Après une telle trahison, leurs vies sont menacées, mais ils sont toujours vivants. Nick Caramandi a été un des premiers à parler. Il vit désormais dans un lieu tenu secret, sous un nom d'emprunt et sous haute protection. On peut dire que j'ai de la chance d'être encore en vie. Je dois être prudent, c'est la clé. Je regarde toujours derrière moi. J'essaie de ne pas faire de vagues. Big Ron Previte est resté dans la région d'Atlantic City et refuse toute protection du gouvernement fédéral. Je dois être prudent. Beaucoup de gens ne m'aiment pas, mais je ne les aime pas non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Quand on vient au monde, c'est pour mourir un jour. J'ai eu une belle vie. Vraiment. Ce qui s'est passé avec la mafia de Philadelphie se reproduit un peu partout dans toute l'Amérique du Nord. Si la loi du silence a existé, ainsi que le respect et la loyauté, tout ceci a disparu au cours des 2 dernières générations. L'univers de la mafia italo-américaine aurait été un phénomène, mais je pense qu'il a fait son temps. La mafia ne peut plus s'appuyer sur une communauté soudée, unie par une langue et une culture, autant d'éléments qui étaient si chers à Angelo Bruno. Les traditions qui formaient un cocon protecteur autour de la mafia ont désormais disparu. Incapable de faire face aux pressions exercées par les forces de l'ordre et les transformations sociales, la famille de la mafia de Philadelphie s'est effondrée pour ne jamais se relever.